Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry. Bonjour à tous, bienvenue dans Vos Animaux. Merci d'écouter Sud Radio et merci de votre fidélité. Alors au programme aujourd'hui, vous partez en vacances. Qu'allez-vous faire de votre animal de compagnie? Traditionnellement, la saison de l'été est aussi la saison des abandons. Une période pas toujours faste pour nos chiens et pour nos chats. Pourtant aujourd'hui, une multitude de solutions existent pour partir avec eux ou pour les faire garder. Et à l'occasion de la journée mondiale contre l'abandon qui a lieu aujourd'hui, la rédactrice en chef du magazine 30 millions d'amis sera avec nous pour nous expliquer d'abord l'origine de cette initiative et nous donner ses précieux conseils. Côté vie sauvage, si on partait à la découverte de la faune du littoral français pendant nos vacances, et oui, car nos faunes aussi sont fréquentées par divers mammifères marins. La biologiste marine Morgane Perry nous en dira plus tout à l'heure. Enfin, dans C'est votre histoire, Christine Is, déléguée générale bénévole de l'Arche des associations, nous parlera du nouveau périmètre d'action des petites associations de protection animale sans refuge qui fonctionnent exclusivement avec des familles d'accueil. 0826 300 300, appelez-nous et racontez-nous comment vous allez passer vos vacances en compagnie de vos animaux. À tout de suite. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux et vous. Et dans Vos Animaux et vous, aujourd'hui, nous allons donner la parole à Katia Renard. Bonjour Katia. Bonjour Natacha. Merci d'avoir accepté mon invitation sur l'antenne de Sud Radio. Katia, vous êtes connue en tant que rédactrice en chef du magazine 30 millions d'amis, mais vous êtes aussi la présidente de l'association Solidarité Peuple Animal, qui est à l'origine de cette journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Mais quelle bonne idée, franchement, d'avoir eu cette initiative. Merci. C'est vrai que en fait ça n'existait pas, et donc c'est vrai que toutes les associations, tous les gens qui aiment les animaux et qui sont regroupés en associations plus ou moins grandes parlent évidemment de la journée mondiale contre de l'abandon en fait des animaux de compagnie, qui est un fléau national même mondial. Mais c'est vrai que j'ai constaté que aucune ne Pourtant, parlait. il y en a des journées mondiales, d'un peu tout. Voilà, et donc effectivement j'ai constaté qu'elle ne parlait pas toujours d'une même voix, surtout le même jour, alors que c'est important pour pouvoir porter le message, et en tout cas la prévention, la lutte contre ce fléau. Il valait mieux être unis et effectivement trouver une date qui soit symbolique de ce qui se passe en France. Donc la date, c'est aujourd'hui. C'est une occasion de plus d'essayer vraiment de lutter contre ce fléau. Vous le disiez, un fléau qu'on a un peu de mal à chiffrer d'ailleurs. À peu près combien d'abandons par an en France? C'est un chiffre estimatif. Alors voilà, c'est vraiment un chiffre qui n'a aucune source réelle. Moi, quand j'ai démarré dans ce milieu, on parlait de 60 000 et puis 100 000, parce qu'on s'est rendu compte que 60 000, c'était loin de la réalité. Et depuis quelques années, on se rend compte que 100 000, c'est encore très loin de la réalité. Donc, il n'y a pas de recensement. C'est en train de se mettre en place au niveau du Bureau de la protection animale au ministère de l'Agriculture, mais ce n'est pas encore effectif. Donc, on n'a pas une idée précise. On dit que c'est entre 100 000 et 300 000, mais rien ne nous dit que c'est plus près de 100 000 ou plus près de 300 000. Et on dit aussi souvent que la France détient ce triste record des abandons en Europe. Est-ce que c'est exact ou... Alors, voilà, ce qui est sûr, c'est que comme on n'a pas de chiffres, on ne sait pas. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que on abandonne beaucoup en France. Je sais qu'en Espagne, les chiffres tournent autour aussi des 100 000, mais comme partout, il n'y a pas de recensement, donc c'est difficile de savoir. Mais bon, on est quand même pas loin d'être parmi les meilleurs. Malheureusement, leader sur ce sujet. Voilà. Alors, le principe de cette journée mondiale de lutte contre l'abandon, quel est-il, Katia? Alors, l'idée, c'est déjà de sensibiliser. Alors, évidemment, les associations savent, puisqu'elles sont les premières impactées, c'est elles qui recueillent les animaux, mais c'est vraiment de sensibiliser le grand public, et dans le grand public, évidemment, il y a les adoptants, mais aussi les pouvoirs publics, les institutions, à cette réalité. Donc, c'est sensibiliser, c'est mobiliser, et puis c'est aussi agir, en fait, donc en proposant des solutions. Alors, il n'y a pas de solution vraiment contre l'abandon, si ce n'est de militer pour une adoption responsable. Donc ça, c'est notre premier credo. Finalement, c'est le point de départ. C'est exactement vraiment essayer de renverser la vapeur dès le début de la prise en main d'un animal. Voilà, c'est d'expliquer aux gens que adopter un animal, c'est un engagement
engagement sur le long terme, sur la vie de l'animal. Et donc aujourd'hui, les animaux vivent quand même pas mal de temps. Les chats, ça peut vivre une vingtaine d'années. Les chiens, entre 10 et 15, 17 ans, 20 ans pour certains, pour les petits. Donc c'est vraiment un engagement qu'il faut prendre sérieusement. Donc c'est vrai que sensibiliser, c'est aussi de parler aux institutionnels pour qu'ils mettent en place, et la dernière loi qui a été votée fait partie de cette sensibilisation du monde politique, puisqu'aujourd'hui on sait que dans quelques années, les animaleries déjà ne pourront plus vendre les animaux et qu'il va y avoir un livret de connaissances qui sera soumis aux propriétaires, parce qu'effectivement c'est d'abord auprès des adoptants qu'il faut parler. Ouais. On progresse donc petit à petit, mais le chemin reste encore long et sinueux, évidemment. Et alors, la journée n'a pas été choisie au hasard ce jour, c'est parce que on est là au début des grandes vacances et on sait que c'est pendant l'été qu'ont lieu la majorité des abandons. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des abandons tout au long de l'année, mais le pic, il est quand même avant les vacances d'été. Donc, symboliquement, on a pris le dernier week-end du mois de juin parce que c'est le week-end qui précède les grands départs des juilletistes. Et donc, c'est une manière, une semaine avant, d'alerter en disant attention, cet été va se jouer encore un drame. Donc, ce que vous dites là, ça confirme une fois de plus ce que l'on sait, ou ce que l'on pressent, c'est que finalement, dans beaucoup de cas de figure, l'abandon est lié à un problème d'organisation lié aux vacances. Ce qui paraît lunaire, en fait, quand on y pense bien. Oui, c'est ça, en fait. Il y en a beaucoup qui réalisent au moment où il faut partir en vacances, donc en mai, juin, parfois en avril, que la solution de l'animal n'a pas été abordée. En fait, comment on fait garder son animal? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'il y a un surcoût? Est-ce qu'il faut changer sa destination de vacances? Et donc, on va dire, c'est une petite goutte qui vient faire déborder un vase entre guillemets, de contraintes de l'animal qu'on n'avait pas mesuré au moment de l'adoption. Mais c'est pas la seule, on est d'accord. Alors n'hésitez pas à nous raconter comment vous vous organisez, vous aussi, très chers auditeurs de Sud Radio, pour partir en vacances avec ou sans votre animal, parce qu'il y a plein de solutions possibles. Et on va donner la parole à Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour Natacha, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous Claude. C'est moi. Claude, vous partez avec ou sans vos animaux en vacances? Avec, ou alors il y a quelqu'un qui reste à la maison avec eux. Vous avez combien d'animaux chez vous? J'ai eu jusqu'à 3 bergers allemands. Ah oui, pas des petits formats donc. Non, et une briarde aussi. D'accord. Mais la briarde, on ne la voyait pas dans la voiture. Au fond de la voiture, on ne la voyait pas seulement. Moi, j'aime bien mes chiens, donc ils font partie de ma vie. Donc, je pars en vacances, ils partent avec moi. Mais seulement, pour partir avec des chiens, sur la route, il n'y a pas grand-chose de prévu mais rien que l'ombre déjà pour faire des stops, bien sûr, c'est déjà compliqué. Il n'y a rien de prévu, donc nous on prévoyait, on n'allait pas trop loin, mais finalement on a prévu que maintenant on reste à la maison parce que j'ai plus que des chats. D'accord. Donc les chats, je peux pas les amener en voiture, donc il y a quelqu'un qui se sacrifie et il reste à la maison. Bon, et quand vous partiez avec vos chiens, c'était pas trop compliqué de trouver des hébergements qui acceptent 3 voire 4 chiens de grand format? Oui, mais c'est pas les plus gênants, les gros, faut pas croire. Ah non, mais ça je sais bien, mais c'est vrai qu'on se met à la place de l'hôtelier ou de, je sais pas, la chambre d'hôte. C'est vrai que, ils tressaillent un peu quand on leur annonce que j'arrive avec autant de chiens, mais avec les incivilités que certains, il n'y a qu'une minorité de gens qui ont fait des bêtises, du coup tout le monde paye à l'arrivée. Ça c'est sûr Donc, et certain. On a beau leur dire qu'ils sont bien éduqués, après ils ont de mauvaises expériences, du coup ils ne veulent plus en entendre parler. Donc je suis partie, je prenais la tente, on faisait un peu chez les amis, on dormait, je dormais avec les chiens dans la tente, parce que comme ça il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai que c'est quand même une organisation à prévoir à l'avance. C'est sûr qu'il faut prévoir, et c'est d'ailleurs le premier conseil peut-être que Katia Renard va nous donner, c'est on anticipe les vacances. On anticipe, et madame parlait justement des problèmes de mauvais comportement, d'incivilité. Moi je pense qu'il y a aussi un problème d'éducation des chiens, c'est que souvent en fait quand on n'a pas assez éduqué ses chiens, sociabilisé ses chiens, eh bien, on est confronté quand on part avec eux à des problèmes de rejet parce que soit le maître se comporte pas bien, soit le chien se comporte pas
pas bien. Et c'est vrai que quand il y en a un ou deux qui se comportent pas bien, c'est l'ensemble de la communauté des maîtres et donc des chiens qui est impactée. Évidemment, évidemment. Claude, j'imagine que quand vous entendez parler d'abandon, ça vous fait horreur. Ah, alors là, je comprends pas, moi. Ils font partie de votre vie. Vous prenez un petit chien, il est tout mignon, tout ça. On le cajole, on lui fait des bises. Et puis, arrivé à la période des vacances, allez, on le jette. Le jette. Alors ça me... Alors, je sais pas. Là, j'ai du mal vraiment à m'imaginer comment on peut arriver à faire ça, quoi. C'est clair. Bon, en tout cas, moi, je garde les chiens des autres, comme ça, au lieu de dire, de leur dire, quand on me dit, mais je sais pas quoi faire, bon, je dis, allez, donne-le-moi, je vais te le garder. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Claude, pour votre témoignage et puis bravo pour votre engagement en faveur des animaux. Un autre auditeur est au standard de Sud Radio, c'est Boris qui est avec nous. Bonjour, Boris. Bonjour. Boris, vous aussi, ça vous fait réagir quand on parle d'abandon comme ça à la veille des vacances? Ouais, l'auditrice juste avant a mis les mots juste dessus. C'est simplement hallucinant de se dire qu'on peut partager des moments d'amour, être proche d'un être vivant et du jour au lendemain, parce qu'on va aller faire autre chose, s'en débarrasser comme si c'était un objet. Déjà, un objet, c'est grave de nos jours, alors un être vivant, j'ai du mal à le... Vous avez quoi à la maison comme animaux? Chien, chat? Moi, j'ai un petit chat, moi. Enfin, d'accord. Et alors, comment vous vous organisez quand vous partez? Eh ben, en fait, ce que j'ai fait, et ça va un petit peu avec ce que vous disiez, qu'il fallait apprendre à l'animal à sociabiliser, c'est qu'en fait, moi, je vis à Paris. Oui. Et j'ai mes parents et moi qui suis originaire de la campagne, dans le Perche, qui est à 2 heures de Paris. Et donc, depuis qu'il est tout petit, je lui ai appris déjà à voyager, donc à être en voiture, en train. Et je l'emmène chez mes parents, je l'ai parfois laissé un petit peu pour qu'il puisse s'habituer à l'endroit, pour que le jour où j'ai besoin de le laisser, parce que je pars en vacances ou même parfois pour le travail, je peux m'absenter 2-3 semaines, que je puisse le laisser chez mes parents et qu'il n'y ait aucun problème. C'est sa deuxième résidence, en gros. Ouais, quasiment, ouais, on peut dire ça, ouais. C'est la résidence d'été, presque. C'est bien, voilà, un chat heureux, Boris. Merci pour votre témoignage, Boris. Avec plaisir. Passez de bonnes vacances, alors. Eh ben merci. Allez, et à vous aussi, dès qu'elles arriveront. À bientôt, Boris, sur l'antenne de Sud Radio, évidemment. Katia, on le voit, mais je ne suis pas surprise. Les auditeurs qui écoutent cette émission sont forcément des gens qui aiment les animaux. Donc, évidemment, ils s'en occupent et ils s'organisent. Donc, on disait, on anticipe. 2, il y a des solutions très diverses. Soit on les emmène, ça c'est le premier volet qu'on va détailler avec vous. Et puis après, on verra aussi qu'il y a plein de modes de garde possibles. Exactement. Alors après, en fonction, souvent on dit que c'est très cher. Non, il y a des modes de garde qui sont même gratuits, des systèmes d'échange avec des plateformes. Et puis il y a surtout des organismes qui permettent de repérer tout de suite les hébergements qui accueillent les animaux, les conditions d'accueil. Donc en fait, voilà. Donc déjà, si on veut partir avec son animal, qu'est-ce qu'il faut faire, vers où s'orienter pour trouver un endroit qui va vous accueillir, et puis comment on gère aussi le mode de transport, parce que c'est pas si évident. Voilà, alors la première chose, c'est de choisir sa destination. Donc savoir si on va à la mer, est-ce que la plage où on voudra passer du temps est autorisée ou pas aux chiens, si elle est autorisée, dans quelles conditions. Donc il y a sur 30 millions d'amis, on dit quelles sont les plages qui sont autorisées, mais on peut tout simplement appeler l'Office du tourisme, la ville, qui va, elle, donner les arrêtés qui sont à l'œuvre dans sa commune. Après, on peut choisir l'hébergement. Donc, vous avez tout un tas d'organismes. Vous avez le Club Oscar qui recense les hébergements qui autorisent, qui sont pet-friendly. Donc, alors évidemment, il y a toujours un petit surcoût, mais c'est assez peu. En fait, c'est surtout pour prévoir le nettoyage après votre passage. Ce qui est logique. Ce qui me paraît logique. Donc, et puis après, il y a des hébergements. Il suffit que vous alliez téléphoner au gîte, à l'hôtel, à la location. On peut pas vous refuser vraiment d'avoir un chien aujourd'hui pour une location saisonnière. On peut pas dire non. Alors, si, il y en a qui disent non, mais en principe, en fait, ça va être le nombre d'animaux. Moi, chaque fois que j'ai demandé, on m'a jamais dit non vraiment, sauf s'il y a eu un gros pépin avec quelqu'un qui est passé avant. Souvent, ça va être le nombre des animaux avec lesquels vous venez. C'est sûr que Claude, là, que nous avons eu à l'antenne tout à l'heure, avec ses 3 bergers allemands plus une briarde,
Bon, voilà, ça peut impressionner un peu. Voilà, c'est à vous de rassurer aussi, de dire que votre animal est bien élevé, qu'il ne détruit pas, que vous l'emmenez avec vous. Effectivement, si vous le laissez enfermé dans la location quand vous partez, c'est un problème. Donc c'est à vous de rassurer. Et puis, donc déjà, rien qu'en sélectionnant l'hébergement dans lequel vous allez, mais il y a des hôtels qui acceptent aussi les chiens, il y a des campings, beaucoup de campings qui acceptent de plus en plus, les chiens. effectivement. Et de plus en plus, et il y a même des campings qui font ça sur le thème de l'animal. Il y en a plusieurs en France et qui ont une structure avec des parcs à chiens, des parcours d'agility, des piscines pour les chiens. Il y a vraiment des choses, en fait, je pense qu'il y a des professionnels qui se sont rendus compte que c'était même un créneau. Il y avait un vrai créneau à prendre et que les gens sont... En plus, vous côtoyez d'autres personnes qui ont des chiens. Donc, pour vous et pour votre animal, ça peut être pas mal. Et puis après, il y a toutes ces plateformes d'échange, ça c'est gratuit, où ce que fait l'auditrice qu'on a eue, c'est-à-dire que vous confiez votre animal au mois de juillet quand vous partez en vacances, par exemple, et puis le couple ou la personne ou la famille à qui vous avez confié votre animal, vous confie le leur en retour quand eux partent en vacances. Ou alors, il y en a des personnes âgées qui viennent chez vous. Ouais, alors moi, je fais ça. Et franchement, ça fait plusieurs années. Et ce sont des rencontres formidables. Voilà, en plus, ça se passe toujours bien. Vous leur laissez les clés. Voilà, ils s'installent chez vous. Il y a quelqu'un chez vous. C'est totalement gratuit, mis à part la mise en relation. C'est rassurant. Votre animal est pris en charge. Votre maison aussi, même s'ils ne sont pas là pour entretenir la maison. Mais il y a une présence dans la maison. Et puis, ce sont de belles rencontres humaines. Exactement. Et donc, souvent, c'est des couples de personnes âgées qui n'ont pas d'animaux. Et eux, ça leur fait des petites vacances. Et puis, ça leur permet d'être au contact de l'animal. C'est quand même une bonne formule parce que humainement ça fonctionne très très bien et le coût est assez réduit si on part assez longtemps et puis l'animal n'est pas perturbé, il reste dans son environnement. Exactement, pour les chats par exemple qui ont effectivement du mal à bouger et puis les animaux âgés ou les animaux trop jeunes que vous avez eu très jeunes, même si quand ils sont jeunes il vaut mieux qu'ils soient avec vous pour créer le lien tout ça, mais il y a plein, ou malades ou handicapés, il y a plein de raisons pour lesquelles on est amené à laisser son animal chez soi. Alors on voit bien Katia Renard, qu'il n'y a vraiment aucune raison valable de prétexter les vacances pour abandonner son animal. Il y a des solutions de garde possibles à tous les coûts. Il y a des hôtels pour animaux aussi, mais là, le coût est peut-être plus élevé. Les pensions, ça peut être très vite élevé, même si vous savez que vous avez là, pour le coup, un service haut de gamme. Donc effectivement ça peut être... Il y a tout un panel en fait de solutions. On peut aussi bien sûr emmener son animal. Quand on l'emmène, se pose la question du transport. Bon, si on est en voiture, il y a des précautions quand même à prendre en termes de sécurité. Vous pouvez nous les rappeler ? Oui, alors il faut toujours soit le mettre dans une caisse de transport. Les chats, c'est plutôt conseillé. On en voit beaucoup qui laissent les animaux en liberté. C'est très dangereux en fait. Exactement. C'est-à-dire que quand tout se passe bien, c'est très bien. Mais dès que vous freinez, l'animal c'est un projectile. Donc ça peut. Et puis en plus, quand vous êtes accidenté ou même quand vous ouvrez une fenêtre, vous n'êtes jamais vraiment sûr du comportement, de la réaction de votre animal. Donc il vaut mieux le mettre dans une caisse de transport quand il est petit et faire les pauses qui s'imposent. Et puis sinon, quand c'est un animal un petit peu plus important, vous avez des harnais qui se clipsent dans la boucle de ceinture de sécurité et donc qui retiennent l'animal en cas de freinage d'urgence ou d'arrêt. Ce qui est très important aussi, c'est que quand on s'arrête et qu'on a des enfants qui sont pressés de sortir de la voiture, il faut toujours éduquer les enfants avant, en leur disant voilà, on n'ouvre pas les portes tant que le chien ou le chat n'est pas au bout de sa laisse et que la laisse n'est pas dans la main de quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui se perdent sur les autoroutes comme ça, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte et le chien bondit ou le chat bondit hors de la voiture et après c'est très compliqué. Un petit mot sur les voyages en train ? Oui, et surtout que depuis 3 jours, depuis le 22... Oui, alors, mais surtout la bonne nouvelle, c'est que depuis le 22 juin, donc ça fait 3 jours maintenant, la SNCF a uniformisé le prix pour les chiens, quel que soit leur gabarit, c'est 7 € le voyage. Avant, vous savez, c'était un calcul très compliqué, la moitié du billet. Pour les grands chiens, c'était la moitié du billet plein tarif, c'était un forfait kilomètre. Même eux, je pense qu'ils ne s'y retrouvaient pas. Et là, c'est 7 € définitivement. Attention, les 7 € ne veulent pas dire que vous avez une place pour votre animal. Pour ce prix-là, il a juste le droit de monter avec vous dans le wagon. Ça, c'est important de l'avoir en tête parce que quand on part au moment des grands départs, que les trains sont bondés,
il faut quand même se débrouiller. C'est un peu le système D. Il vaut mieux choisir les départs des jours où il y a moins d'affluence dans les trains. Katia, juste pour résumer, allez, quelques moments clés là, de cette journée de lutte contre les abandons. Alors, surtout, il faut afficher son soutien, son adhésion. Donc, on a mis sur le site dédié Journée mondiale contre l'abandon.com, il y a un petit onglet qui s'appelle Nos outils et vous avez tous les packs pour afficher votre soutien à la Journée mondiale, pour militer, parce que ce qui est important, c'est de militer pour que tout ce message parvienne aux oreilles des officiels, des institutionnels qui nous permettent en fait de mettre en place par exemple comme ce livret, cette loi et tout ça. En fait, c'est cette sensibilisation. Donc là, vous aurez tous les kits pour Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Vous avez le clip aussi de la Journée mondiale 2022 que vous pouvez télécharger pour le mettre sur vos réseaux sociaux et puis répandre autour de vous tout ça. Et puis on organise aussi en partenariat avec Auchan et Purina, aujourd'hui même dans 50 Auchan de France, donc dans toute la France, je tenais absolument à ce que ça soit national et pas simplement parisien. Eh bien, vous pouvez participer à une collecte sous l'égide de la Journée mondiale contre l'abandon qui sera faite dans ces Auchan-là à destination d'une association qui fait partie de notre plateforme Solidarité Peuple Animal qui vient en aide aux associations. Et donc, on a 50 collectes à travers tout le territoire. Donc, je vous invite nombreux à aller dans ces Auchan. La liste est sur notre site, en fait, où vous pourrez aller acheter ou même apporter de la nourriture, du matériel. Merci infiniment Katia Renard et vraiment bravo pour cette initiative. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes pour partir à la découverte de la faune marine. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry. Bon samedi matin à tous, merci à vous d'écouter Sud Radio. Nous sommes ensemble encore pendant près de 30 minutes. C'est Christine Is que nous retrouverons pour notre séquence C'est votre histoire. Avec elle, nous en apprendrons plus sur le fonctionnement des petites associations de protection animale qui ne possèdent pas de refuge. Mais tout de suite, nous allons partir à la découverte de la faune marine qui peuple notre littoral. Sud Radio Vos Animaux, à l'état sauvage. Bonjour Morgane Perry. Bonjour Natacha. Merci Morgane d'être avec nous. Morgane, vous êtes biologiste marine, vous êtes spécialisée dans les mammifères marins, membre de l'association À l'Arc, qui signifie vers le large en breton, tout un poème, et membre du réseau national échouage, qui est en fait le système qui s'occupe des échouages de cétacés sur notre littoral. Alors avec vous, on va partir à la découverte de ces mammifères marins que l'on peut observer sur notre littoral, car il y a finalement beaucoup de mammifères marins qui naviguent au large de nos côtes. Exactement. Et en fait, on a la chance d'avoir des mammifères marins tout le long des côtes françaises, en partant du Nord-Pas-de-Calais, en suivant toute la côte de la Manche, puis de l'Atlantique et de la Méditerranée. Alors forcément, on ne va pas avoir les mêmes espèces en fonction des endroits, mais vraiment, on associe souvent les mammifères marins aux eaux chaudes, mais c'est pas le cas. Il y en a aussi en eau un peu plus fraîche. Alors ça tombe bien, on va commencer par le littoral breton et la Normandie. Oui. Qu'est-ce que l'on peut voir au large de nos côtes bretonnes et normandes ? Alors au large, donc en Bretagne plutôt nord et du côté de la Normandie, on va avoir principalement comme espèce le grand dauphin. Donc le grand dauphin, c'est l'espèce que tout le monde connaît, hein. C'est flipper puisque de la pointe du Cotentin jusqu'à l'île de Bréhat, donc à l'ouest de la baie de Saint-Brieuc et en passant par la baie du Mont-Saint-Michel, on a la plus grosse population d'Europe de grands dauphins qui est sédentaire. Ils sont à peu près 500, donc eux ils sont là toute l'année. Mais le long des côtes, on va aussi pouvoir voir, alors plutôt en hiver, des marsouins, donc une espèce plus petite, plus solitaire, plus furtive. Et là, en ce moment, pour ce qui est de la côte bretonne, c'est la pleine saison des dauphins de ruisseau. Donc des dauphins un peu plus massifs, qui ont une tête carrée et que les gens confondent des fois avec des belugas parce qu'ils peuvent être très blancs couverts de cicatrices. Et ils sont là en ce moment parce que c'est la pleine saison des seiches. Et ils viennent en Manche pour se nourrir de seiches.
Et puis de manière un petit peu plus exceptionnelle, on peut aussi avoir des passages de baleines. On n'a pas de baleines qui vivent en Manche puisque la Manche est trop étroite et surtout pas assez profonde, mais c'est un corridor pour elles entre la mer du Nord et l'Atlantique. Donc on a des passages de plus en plus réguliers de baleines à bosse, mais on peut aussi voir des rorquals communs, donc la plus grosse baleine qu'on a en France, la deuxième plus grande baleine au monde. Et puis des espèces parfois un peu plus extraordinaires et plus rares, comme l'orque qu'il y a eu dernièrement, là, qui a fait beaucoup parler d'elle dans la Seine. Et on a également des dauphins communs, du côté de la Manche Ouest qui arrivent par l'Atlantique. Comment on procède, Morgane, pour aller les observer ? Alors, on procède avec beaucoup de précautions. Ça, je savais que vous alliez nous dire ça. Voilà. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il s'agit d'animaux sauvages qui sont dans leur milieu naturel et que les intrus, c'est toujours nous. Oui. Donc, comme on ne s'invite pas chez les gens et on met ses chaussures pleines de boue sur le canapé, on est poli, on est discret. Donc, pour approcher des mammifères marins, règle numéro 1, quand on est en bateau à moteur, on ne s'approche jamais à moins de 100 mètres. Ça, c'est la distance qu'il ne faut pas franchir. Après, en fonction des espèces, les animaux qui sont, pour certaines espèces de dauphins assez curieuses, peuvent venir près du bateau, mais il faut toujours leur laisser ce choix, cette décision. Il ne faut jamais forcer cette décision-là parce que ça va créer du dérangement, du stress. Et surtout, ça minimise vos chances de pouvoir avoir des animaux qui s'approchent. Moi, je fais souvent le parallèle avec la drague, la séduction. Si on y va de manière un peu trop franche, un peu trop brutale, ça ne donne pas des bons effets. Et quand on est plus subtil, souvent ça fonctionne mieux. Ça marche toujours mieux la subtilité, c'est sûr. Voilà, donc on s'approche tranquillement par 3/4 arrière du groupe, jamais devant pour pas leur couper la route, jamais derrière pour pas qu'ils aient la sensation d'être poursuivis. Et on arrive par 3/4 arrière et on se positionne tranquillement en parallèle du groupe à leur vitesse, ce qu'elle est sur leur vitesse, sur leur cap, à 100 mètres. Et ensuite, déjà on profite déjà du spectacle. Et ensuite, si on a de la chance, les animaux ou certains animaux du groupe vont peut-être se détacher et venir voir un peu plus près le bateau. Mais encore une fois, il faut parce que parfois ils peuvent être extrêmement curieux. Ah oui, c'est régulier que les dauphins s'approchent du bateau, viennent jouer à l'étrave dans la vague du bateau, sortent même la tête pour voir ce qui se passe. Ça reste des animaux pour certaines espèces, en particulier les dauphins, très curieuses des hommes. Donc, ils viennent régulièrement. Mais voilà, il ne faut pas leur forcer la main. Et puis surtout, il faut garder en tête que les images qu'on voit à la télé, dans les reportages, c'est toujours des animaux qui sont actifs, qui sautent, qui viennent près des bateaux. Mais ça, c'est qu'une petite partie de leur activité. Dites-vous que ça peut être des heures et des heures de reportage pour 10 minutes de diffusion. Donc, ça me rappelle quelque chose, ça, Morgane. Oui, un petit moment que nous avions vécu ensemble. Je sentais un message. Mais alors, quel plaisir après, quand on arrive au moment de cette rencontre. Voilà, ça vaut le coup d'attendre et parfois de rentrer bredouille, parce qu'il y a des jours où ça ne marche pas. Voilà, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils sont comme nous, ils ont aussi des moments où ils sont plus calmes, où ils vont être en repos, où même ils vont dormir. Et donc, c'est sûr que dans ces moments-là, ils vont pas faire des grands sauts, ils vont pas être démonstratifs et ils vont pas venir jouer au bateau. Mais voilà, c'est comme nous, il y a des soirs, on est d'humeur festive et on appelle les copains pour qu'ils viennent boire l'apéro. Puis d'autres fois, on veut être tranquille, on coupe son téléphone et on prend un bon bouquin tout seul dans sa petite bulle. Donc voilà, les images qu'on a l'habitude de voir des dauphins peuvent correspondre bien évidemment à leur comportement, mais ils sont pas toujours surexcités. Évidemment. Alors là, à vous écouter, on se dit, oui, mais tout le monde n'a pas un bateau quand même. Alors comment on fait quand on n'est pas propriétaire d'un bateau ou qu'on n'a pas d'amis propriétaires de bateaux? Il y a d'autres solutions. Voilà, alors déjà il y a s'armer de patience et de jumelles parce qu'il y a des endroits où ils sont vraiment très proches de la côte, donc vous pouvez les observer avec une paire de jumelles en espérant qu'ils passent vraiment pas loin du bord. C'est le cas des phoques du côté de la baie de Somme par exemple, mais toujours avec des approches très respectueuses. Attention aussi aux périodes de naissance où il ne faut surtout pas les déranger, ça c'est très important. C'est pour ça, approche à la jumelle, on s'approche pas. Alors chez les phoques, quand ils sont à terre, c'est 500 mètres, la distance à ne pas franchir, c'est pas 100 mètres, c'est 500 mètres. Donc voilà pourquoi je vous parle de jumelles. Mais par exemple, le long de la côte d'Émeraude, si vous vous baladez sur les remparts à Saint-Malo ou que vous faites le chemin douanier du côté du Cap Fréhel, vous pouvez les observer depuis la côte. Et puis sinon, il existe différents organismes. Alors certains organismes privés ou certaines associations qui vous proposent d'embarquer avec eux et de pouvoir aller observer si vous avez la chance de les croiser, ces animaux, parce qu'on garde bien ça en tête, même si vous
embarquer avec des structures spécialisées. On ne contrôle pas la nature, on ne peut jamais garantir. Oui, on n'est pas dans un parc d'attractions, on va à la découverte de ce que la nature veut bien nous donner le jour où on y va. Exactement. Et alors, pour ceux qui seront sur la côte bretonne, votre association Al-Larc est basée à Cancale. Maintenant, nous allons descendre un petit peu le littoral français. Si on se positionne sur la côte atlantique, quelles sont les espèces que l'on peut rencontrer? Est-ce que ce sont les mêmes que sur le littoral breton? Alors, vous allez avoir beaucoup moins fréquemment de marsouins, mais par contre, peut y avoir aussi des groupes de grands dauphins. Il y a 2 petites populations au niveau de l'île de Sein et de l'île de Molène. Après, au niveau de la Bretagne Sud, ça va être plus régulièrement des dauphins communs, donc des dauphins plus petits, souvent en groupe un peu plus conséquent et plus vifs. Et puis là, on peut observer pour le coup des plus gros animaux, donc des rorquals communs, des grandes baleines, mais aussi des globicéphales, donc des gros dauphins tout noirs. Et puis, si vous avez vraiment beaucoup de chance, ça peut être même des baleines à bec, mais alors ça c'est plus compliqué, ce sont des cétacés assez furtifs qui plongent très longtemps et en grande profondeur, donc là c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Autant les dauphins on les voit assez facilement, finalement on les repère assez facilement, est-ce que les baleines c'est aussi évident à repérer? Alors tout va dépendre de l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, en Méditerranée, ça peut être assez facile, entre parenthèses, entre guillemets plutôt, parce que là-bas, il y a quand même une population de rorquals communs qui est assez conséquente. Vous avez également des cachalots qui sont là-bas. Alors effectivement, on va plutôt être sur des individus qui vont être seuls ou alors des fois par 2-3. Mais par contre, on est sur des animaux beaucoup plus gros qui vont faire des très gros souffles quand ils viennent reprendre leur respiration à la surface. Et là, si le temps est de votre côté, le souffle peut monter à 4-5 mètres de haut et être vraiment visible à grande distance. C'est comme ça qu'on les repère le plus facilement. La plupart du temps, oui, voilà, ça va être de l'observation visuelle. Après, pour les cachalots, on peut utiliser les hydrophones aussi pour essayer de les repérer au son. Donc, un hydrophone, c'est un micro qu'on met sous l'eau et puis qu'on dirige dans certaines directions, justement, pour essayer de voir s'il y a un cap dans lequel on entend mieux les animaux pour essayer de déterminer où ils vont se trouver. Parce que, pareil, ce sont des animaux qui passent énormément de temps sous l'eau. Donc, déjà, se rapprocher de la zone pendant qu'ils sont en plongée, ça peut être un indice. Mais la plupart du temps, c'est ouvrir grand les yeux et puis chercher les souffles, chercher les ailerons, chercher les splashs que les animaux vont faire quand ils remontent à la surface de l'eau. Donc ça, c'est accessible à tout le monde, ça ne nécessite pas forcément de matériel spécialisé. Voilà une manière vraiment intéressante de profiter de ces beaux jours, de nos vacances, vraiment en faisant attention à ne pas déranger ces animaux. On l'a bien compris avec vous, Morgane Perry. Morgane, vous qui les connaissez bien, les observez beaucoup, vous en avez fait votre métier puisque vous êtes biologiste marine. Comment se porte aujourd'hui cette faune aquatique sur notre littoral ? Alors effectivement, on parle souvent des menaces et des dangers qui pèsent sur l'océan et sur ses habitants de manière globale et malheureusement les mammifères marins n'en sont pas exemptés. Donc les différentes menaces qui vont peser sur eux, ça va être tout d'abord la pollution. Alors ce qu'on appelle la macropollution, les gros plastiques que les animaux peuvent malheureusement ingérer, mais il va aussi y avoir la pollution chimique qui, elle, va avoir un effet beaucoup plus difficile à déterminer, mais qui va avoir un impact sur leur reproduction, par exemple, sur le succès de la reproduction, ou qui va abîmer leur système immunitaire avec tout ce qui est perturbateurs endocriniens et ce genre de choses. Mais aussi, pour ce qui touche plus spécifiquement les mammifères marins, on va avoir la pollution sonore. Oui. Ce sont des animaux qui utilisent énormément l'ouïe et la communication verbale, entre guillemets. Ils communiquent énormément entre eux pour se transmettre des informations, pour discuter, pour maintenir le lien social. Et donc, avec tout le bruit que les humains font dans l'eau avec les bateaux, les plateformes et tous les travaux qu'on fait en mer, ça crée énormément de bruit de fond qui va couvrir le bruit des animaux et vraiment limiter leur communication. On va aussi avoir les problèmes de surpêche qui vont entraîner une diminution de la ressource alimentaire. Donc les animaux vont avoir vraiment des difficultés à trouver de quoi manger. On a le cas par exemple en Manche avec les phoques gris qui normalement sont des animaux qui strictement ne mangent que du poisson et qui depuis quelques années en Manche commencent à consommer des phoques veaux marins et des marsouins parce que on pense que qu'ils se tournent vers une autre source d'alimentation par le fait qu'il y a de moins en moins de poissons.
Après, un problème qui est spécifique à la Méditerranée, ça va être les collisions pour les grands cétacés, avec justement les rorquals, les cachalots. Il faut savoir qu'un quart des rorquals communs en Méditerranée portent des traces d'impact avec les bateaux, donc c'est énorme. Oui. Oui, c'est la cause principale de mortalité chez ces animaux. Donc là, c'est pareil, il y a des systèmes qui se mettent en place, donc le système REPSET, en fait, qui consiste à ce que les bateaux aient des systèmes qui permettent de signaler la présence des animaux. Comme ça, quand un bateau voit des animaux, lui déjà, il va ralentir et surtout, il va prévenir les autres bateaux qui vont ralentir également et puis qui vont mettre en vigie du personnel pour vérifier où sont les animaux et limiter les risques. Donc ça marche plutôt bien. Et puis, côté Atlantique, on va avoir malheureusement les filets de pêche avec les dauphins communs, où là, malheureusement, c'est un carnage. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Là, c'est vraiment une catastrophe. Alors, ça concerne surtout les dauphins communs, mais aussi les grands dauphins et les marsouins. Et où là, on est à peu près à 10 000 individus, entre 10 et 15 000 individus qui sont tués dans les filets de pêche du golfe de Gascogne tous les ans. Et donc là, c'est vraiment une problématique énorme parce qu'on est sur des taux de mortalité qui sont absolument pas soutenables pour la population. Eh bien, merci Morgane Berry pour votre éclairage. Merci également pour vos conseils qui nous permettront d'aller en toute sérénité à l'observation de ces animaux et surtout pour ne pas les déranger. Voilà, c'était passionnant de vous écouter nous parler de tous ces mammifères marins qui sont là, qui naviguent au large de nos côtes. Merci Morgane. Je vous en prie, avec plaisir. Allez, tout de suite, c'est l'heure de notre question veto. Sud Radio Vos Animaux. Question veto. Et c'est Fabienne qui est avec nous. Bonjour Fabienne. Bonjour. Fabienne, vous aviez une question à me poser. Je suis toute oui. Oui, écoutez, par rapport à ce temps caniculaire, qui s'est un peu calmé aujourd'hui, moi j'ai un chat, donc c'est une femelle, et je voulais savoir un peu comment les animaux peuvent ressentir eux cette chaleur, parce que moi je vois que forcément elle est un peu moins active que d'habitude. Oui. Après la problématique que l'on a, c'est qu'elle ne boit pas systématiquement dans tous les points d'eau qu'on peut lui mettre. D'accord. Et là en ce moment elle veut que boire au robinet, donc il faut être là pour lui ouvrir dès qu'elle a soif. Et même après, avec une fontaine à eau? Non, ça n'a jamais fonctionné. Accroché. Non, d'accord. Voilà. Donc après, je sais pas si forcément, des fois on la rafraîchit un peu comme ça pour rigoler. Ouais, mais vous faites bien. Elle a l'air assez contente en fait, comme nous, d'avoir ça, mais je sais pas après qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour effectivement faire qu'ils se sentent mieux effectivement avec la chaleur, quoi. Alors, vous faites bien déjà de vous poser cette question, Fabienne, parce que les animaux, ils sont comme nous. Ces fortes chaleurs sont vraiment handicapantes pour eux. C'est très très inconfortable. Ça peut amener à des coups de chaleur et qui peuvent, dans certains cas de figure, devenir mortels pour eux. Donc la meilleure des choses à faire, c'est déjà de les abriter le plus possible de ces chaleurs excessives en les laissant à l'intérieur des maisons. Quand on est en phase de canicule, on ferme au maximum ses volets, ses rideaux et on essaie de s'abriter de la chaleur. Il ne faut pas oublier son animal dehors, il faut le rentrer parce que lui aussi va souffrir de cette chaleur pour réguler sa température intérieure. Vous parliez du problème d'eau avec votre chat qui ne boit peut-être pas suffisamment. Eh bien, un petit conseil que je peux vous donner, quand il fait très très chaud comme ça, allez vers des alimentations plutôt humides, c'est-à-dire des aliments en boîte qui vont être riches en eau, beaucoup plus riches que des croquettes, parce que ça va lui créer un apport en eau qui va être un apport discret, et si elle n'aime pas boire, elle va au moins prendre de l'eau de cette manière-là. Parfois dans les pâtés, vous avez un peu de gelée, cette gelée elle est riche en eau, donc ça permet de donner de l'eau de manière assez détournée. Et puis rafraîchir son animal, c'est une excellente idée. Il ne faut pas tomber dans l'excès, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le plonger dans un bain d'eau glacée parce que là, c'est au contraire un effet inverse que l'on va produire, mais avoir une serviette que l'on trempe dans l'eau, que l'on essore et que l'on pose soit sur le sol, soit sur l'animal pour le rafraîchir, ça peut vraiment être parfois très très utile. Voilà, donc ce sont des principes simples qui sont un peu ceux qu'on essaie de s'appliquer à nous-mêmes. On se préserve au maximum de la chaleur et puis on s'hydrate aussi au maximum. Bon, mais très bien. Voilà Fabienne. Bon, mettez tout ça en application si les très très grosses chaleurs reviennent à nouveau. Merci en tout cas pour votre appel. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée à vous Fabienne, à l'écoute de Sud Radio évidemment. Allez, on marque à nouveau une petite pause et on se retrouve d'ici quelques minutes.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, c'est votre histoire. Et dans notre séquence C'est votre histoire aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine Is. Bonjour Christine. Bonjour Natacha et bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio et de Vos Animaux, bien évidemment. Christine, vous êtes déléguée générale bénévole de l'Arche des associations et vous organisez aujourd'hui la première édition des universités solidaires d'été qui est dédiée principalement aux petites associations de protection animale, celles qui fonctionnent sans refuge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces universités solidaires d'été ? Alors, c'est tout à fait nouveau, c'est la première édition, on espère que c'est le début d'une longue suite d'ailleurs. L'objectif, c'est de pouvoir expliquer en détail, exposer en détail, je dirais, toutes les obligations auxquelles vont être désormais confrontées les petites associations avec et sans refuge. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que lorsque la nouvelle loi bien-être animal a été votée, publiée, le 1er décembre dernier, on a eu beaucoup de demandes de la part de petites associations qui étaient un peu perdues. Complètement perdu. Donc l'objectif, c'est de pouvoir justement remettre à plat tout cela et leur expliquer dans le détail avec des experts, des intervenants qui vont pouvoir justement répondre à toutes leurs inquiétudes, je dirais, leurs questions et leurs obligations. Alors ça se passe aujourd'hui, ça se passe à la mairie de Saint-Mandé, c'est en région parisienne, dans l'Est parisien. C'est juste à côté de Paris, voilà. Ça a démarré à 10h ce matin, ça se terminera ce soir à 18h. On peut s'y rendre spontanément, Christine ? Tout à fait. Alors l'idéal, c'était de pouvoir s'inscrire en ligne, mais bien évidemment, on accueille tout le monde, tous ceux, alors les petites associations prioritaires et tous ceux qui veulent en savoir plus dans la limite des places disponibles. Là, on est déjà bien rempli, mais on a encore quelques places de disponibles, donc bien évidemment. Oui, et puis je suis sûre que vous êtes prêts à faire de la place pour tous ceux qui sont intéressés par ce sujet et directement concernés. Alors, on l'a bien compris, les petites associations sont un petit peu perdues dans cette nouvelle législation qui est aujourd'hui en vigueur. Quels sont les principaux sujets qui aujourd'hui peuvent paraître un peu obscurs pour ces associations ? Alors déjà, on va même refaire un flashback, c'est-à-dire qu'on va reprendre dans le détail quels sont... Alors déjà, on va déjà expliquer ce que c'est qu'une loi, un décret, un arrêté, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué quelquefois quand on n'est pas du tout dans le milieu. C'est sûr. Les 3 lois qui, effectivement, les ordonnances de l'année dernière pour savoir effectivement en quoi ça consiste, les modifications substantielles aussi, parce que il n'y a pas eu de décret véritablement paru, mais qu'est-ce que ça peut augurer si c'est mis en application, les difficultés auxquelles on risque d'être exposé aussi. Et puis, on va reprendre tout simplement ce que c'est que la structure juridique et le rôle des refuges. On va revoir aussi un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément bien comprises, bien analysées par les petites associations et puis les modifications qui vont être apportées aussi sur les modalités d'adoption. Donc on va essayer de refaire un peu, je dirais, en profiter d'être ensemble pour revoir tout ce qui est imposé aujourd'hui aux associations avec ou sans refuge et répondre à leurs questions et essayer de se projeter dans la mesure du possible par rapport à ce qui a été décidé lors du 1er décembre dernier et que ça peut occasionner comme difficulté aussi, parce que malheureusement, en l'absence des décrets, c'est un peu compliqué d'anticiper. Donc, on va essayer, de répondre le mieux possible pour justement en profiter pour voir ensemble ce qui est déjà d'actualité et ce qui ne l'est pas encore et qui risque de l'être. Bien sûr. Alors, on l'a compris, ça s'adresse vraiment aux petites associations qui manquent de structure interne pour y voir clair dans tout cet arsenal juridique. Car c'est important, il ne suffit pas d'être passionné par la cause animale pour pouvoir prendre en charge les animaux. Il faut aussi, bien sûr, se conformer à la réglementation qui est en vigueur. Vous parliez tout à l'heure des modalités d'adoption. Qu'est-ce qui évolue en termes de modalités d'adoption, Christine ? C'est ce fameux, je dirais, là on est un petit peu embarrassé pour y répondre parce qu'en l'absence, effectivement, vous savez qu'il y a désormais un test pour pouvoir savoir si on va pouvoir être apte à adopter. Un test de connaissance, oui. Un test de connaissance. Malheureusement, aujourd'hui, les contours de ce texte n'ont pas été publiés. Donc,
Donc on va essayer effectivement d'analyser, voir une fois que ce test ce test de connaissance sera en vigueur, qu'est-ce que ça risque d'augurer effectivement, à savoir ce délai de réflexion qui va être imposé. Bon, ce que font déjà beaucoup de petites associations. Hein. L'adoption au coup de cœur existe très peu, voire jamais au niveau des petites associations. Hein. Elles sont assez là-dessus, elles sont très, très scrupuleuses et respectueuses de l'animal. Mais voir ensemble... Mais ce qui était que du bon sens jusqu'à présent devient quelque chose qui va être de plus en plus encadré d'un point de vue juridique. Exactement, et ça quelque part c'est une bonne chose pour justement protéger au mieux l'animal, et c'est d'autant plus important dans le milieu de l'adoption quand on a déjà un animal qui a connu plusieurs foyers, et vous êtes bien placé pour le savoir, avec les conséquences que ça peut effectivement occasionner pour cet animal. Donc on va essayer justement de balayer ces aspects-là et interroger sur les conséquences que ça peut avoir, parce que malheureusement, il y a des réponses qui ne sont pas encore aujourd'hui, qui n'ont pas été encore très claires. Alors évidemment, ce sont des experts sur ces différents sujets qui vont intervenir, qui répondront aux questions de tous les participants. Votre public, ce sont vraiment des gens passionnés par la protection animale, des gens qui sont déjà membres d'associations, ou peut-être qui veulent monter aussi une association. C'est exactement cela, c'est-à-dire on a eu d'ailleurs des demandes de gens qui voulaient, comme vous dites, à juste titre passionner, mais la passion ne suffit pas. Il faut aussi avoir la raison et puis les obligations. Donc ça s'adresse également à tous ceux et celles qui ont envie de monter une petite association ou tout simplement rejoindre une association et en connaître les méandres et les difficultés, parce que c'est pas juste effectivement sauver des animaux, c'est savoir se conformer à une législation une réglementation qui est des fois très exigeante et compliquée parce que il faut aller chercher l'information. Et nous, le but justement au sein de cette université, c'est de la rendre accessible, puisqu'on a 2 experts avec nous et une association qui œuvre aussi en la matière. Donc on a effectivement le docteur vétérinaire Jean-Michel Michaud et maître Céline Pécavi qui vont être présents pour répondre à toutes ces questions et exposer effectivement la réglementation, les aspects judiciaires aussi auxquels ils ont été confrontés dans leur activité, et puis également le mouvement Espoir qui a beaucoup œuvré pendant la période effectivement de la proposition de loi de M. Dombreval. Eh bien, merci infiniment Christine Isch. Je rappelle donc que ça se passe aujourd'hui, ça se terminera à 18h. Vous êtes évidemment les bienvenus sur place à la mairie de Saint-Mandé pour cette première université d'été solidaire, un colloque animé par différents experts en droit animalier et en réglementation qui est destiné à tous ceux qui s'intéressent aux associations de protection animale. Bon courage pour cette journée bien chargée, Christine Isch. Merci infiniment, Natacha. Merci à vous. Et merci à vous, très chers auditeurs de Sud Radio, de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez de la chaleur qui est beaucoup plus modérée, ça fait du bien. Allez, ciao à tous, à la semaine prochaine. Sud Radio, vos animaux. Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans.